Bonjour à tous, c'est un véritable plaisir pour nous de nous retrouver aujourd'hui encore en ce premier jour du 3e mois de l'année 2018. Ouh là là, qu'est-ce que ça passe vite, les jours passent, les mois passent. Et ce récent parce que c'est toujours avec ce même plaisir que nous nous retrouvons chaque matin ici avec vous. Bonjour Marco. Bonjour Nessie, bonjour à tous mesdames et messieurs. À chaque jour suffit sa dose de réveil. Merci d'être en notre compagnie, de nous faire confiance pour cet autre jour qui coïncide, Nessie l'a dit, avec le premier jour du 3e jour de l'année. Bienvenue au mois de mars et puis on espère pour vous et pour tout le monde qu'il sera rempli de bonnes choses, rempli de surprises, rempli de toutes belles choses. Allez, justement, parlons de belles choses. Tout de suite, au pas de course, je vous envoie une visite guidée. Nous avons l'habitude, nous avons cette fâcheuse, entre guillemets, habitude de chaque fois vous convier à un voyage lorsque nous ouvrons les vannes de cette émission. Et aujourd'hui, welcome to London. C'est magnifique Londres. Hein. Je nous imagine là-bas, Marco en train de se balader. Vous également. C'est trop tard, je suis déjà allé. Bon, mais vous, avec moi, pas encore avec moi. Je dis nous deux. Oui, non, il y a pas vous seul, ne soyez pas égoïste, non, Marco. Non, pas du tout, pas du tout. Vous voulez y aller tout seul? Je ne peux pas plaisanter avec vous un peu, attendez, quand même. Je ne peux jamais aller là-bas seul, quand même. En tout cas, c'est bien, c'est une très bonne destination. Alors, dans les infos aujourd'hui, Nessie? Et effectivement, aujourd'hui, les plus heureux sont les Aubins, parce qu'ils sont célébrés. Hein, ce sont des hommes épris de la justice. Ils cultivent l'amitié avec soin et savent s'entourer de personnes dignes de confiance. Toutefois, leur pessimisme foncier leur nuit, car il les paralyse presque totalement. Il leur faut beaucoup de volonté et de courage pour se forcer à envisager les choses sous des couleurs plus gaies. Côté cœur, il manque de passion. Donc, dommage à toutes les personnes qui aiment les Aubins parce qu'ils ne sont pas très passionnés. Alors, les Aubins sont des hommes épris de justice. Hein. Ils cultivent l'amitié avec soin et savent s'entourer de personnes dignes de confiance. Toutefois, leur pessimisme, comme l'a dit, hein, voilà, c'est ça. Donc, on espère que si vous vous appelez Aubin, on va vous faire un gros bisou ce matin et vous souhaiter tout ce qu'il y a de bon et surtout la forme, la santé. Et ça passe irrémédiablement par la gym. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission de sport. Alors, Coach Kadi, avec moi j'ai Mademoiselle Cindy et Mademoiselle Sora. Aujourd'hui, on va continuer sur nos séquences d'exercices, n'est-ce pas, histoire de bien commencer la journée. On va rester sur un ensemble de circuits, on va travailler nos jambes, on va travailler nos abdos avec les bras et un tout petit peu de cardio. Donc, idéalement, c'est d'essayer de faire ces exercices 2 ou 3 fois. Alors, on va commencer par un petit échauffement. On va commencer par des élévations de genoux dans la poitrine.
On monte les genoux, on essaye de garder le dos bien droit, de contracter les abdos, n'est-ce pas? Encore 2 autres de chaque jambe. Une dernière de chaque jambe. Parfait. On va garder les jambes ensemble, les genoux collés. On va descendre en faisant des squats. Donc, on va essayer de descendre le plus bas qu'on peut. Super important de garder les genoux collés. On va sentir forcer à l'extérieur des jambes et on repart. On descend et on revient. Encore une autre fois, on descend et on revient. 2 autres comme ça. On expire en remontant. Une dernière. On expire en remontant. Excellent. On va écarter les jambes, les orteils légèrement vers l'extérieur. On va pousser le bassin vers l'arrière. On va descendre. On va sentir étirer à l'intérieur de la jambe qui est tendue. On revient. Encore. On en fait 3 autres. Toujours du même côté. On revient. Encore une autre. On descend. On revient. Et une dernière. Et on revient. Même chose de l'autre côté. C'est parti. On descend. Et on revient. On pense à pousser les fesses vers l'arrière. Et on remonte. 2 dernières. Et une petite dernière. Et on remonte. Excellent. Premier exercice, vous allez prendre votre poids. Ça peut être un poids, ça peut être un haltère, ça peut être un gros dictionnaire, ça peut être un livre, comme vous voulez. Juste d'avoir une petite charge en plus. On va garder les jambes écartées, les orteils vers le haut pour garder le poids sur les talons. On descend en squat et on pousse avec les talons, on remonte. On imagine qu'on a une chaise derrière nous, on veut s'asseoir et on revient. Encore. On souffle en montant, on part pour 4, on part pour 5 et une petite dernière. 6, on descend, on reste, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on remonte. Excellent. Deuxième exercice, abdos et bras. On va garder le poids sur une jambe. On va lever une jambe vers le plafond. Idéalement, juste garder une jambe pas au sol. On contracte les abdos et on pousse le poids au-dessus de la tête. Et on revient. On part pour 2. Et on ramène. Donc, si vous avez un livre ou un dictionnaire, vous allez le tenir comme ça. On pousse vers le plafond. Et on revient. Encore 3. On ramène, on essaye de garder le poids toujours sur l'épaule, on y va pour 4, on revient, 5, on pousse, on ramène, et une dernière, 6, on pousse, et on revient. On va descendre le poids. Troisième exercice, déplacement de chaque côté, on pousse, on essaye de garder la jambe arrière complètement levée, et c'est parti mesdemoiselles, on pousse, 1, on part pour 2, on travaille nos jambes. 3, on travaille les fesses, l'intérieur des jambes. 4, une dernière. 5, excellent. Et bien sûr, notre cardio. On va reprendre notre poids et on va aller faire l'épaule de l'autre côté. On change de jambe, on garde une jambe dans les airs, on contracte les abdos, on lève. 1 et on ramène. 2, si c'est difficile, c'est pas grave. Vous pouvez poser juste les orteils au sol. On lève et on revient. Pour ceux qui sont capables, on lève. Encore une fois, on expire en poussant. Et une dernière, on expire en poussant. Excellent. Et on dépose. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous pourrez continuer de refaire ce circuit-là au moins une autre fois dans votre journée. Je vous souhaite de passer une agréable journée et on se revoit dès demain. Merci Coach Carl qui nous aide depuis le début de cette semaine à garder la forme. Et on sera avec elle jusqu'à demain. Allez, on va partir découvrir un jeune homme. Ne dites pas ça comme ça. Teasez un peu, faites un peu durer le suspense. On va partir faire quoi? On va partir des faire indices, quoi? donnons des indices aux téléspectateurs pour qu'on sente qu'ils sont bien réveillés. Alors, Des indices pour l'élément qui vient. Qu'est-ce qu'on a comme indice? De l'art,
Ensuite, de la musique, oui. de l'imagination, oui. Du talent. Et le tout donne, monsieur Messi Nanou. On le découvre. Quelques secondes de réflexion et voici notre jeune peintre à l'œuvre. C'est ainsi que Nanou Messi Henri Christian prend toujours son inspiration pour entamer un dessin. Dessiner, une passion qu'il vit depuis sa tendre enfance. On peut dire que le dessin, c'est une passion depuis tout petit. J'aimais dessiner dès l'âge de 5 ans. J'aimais déjà beaucoup dessiner. J'avais l'impression que tout ce que je voyais, c'était obligé forcément de reproduire sur une feuille. Donc, je me donnais des exercices à faire, regarder des petites images en reproduisant. Au fil du temps, c'est resté comme une habitude. Messi est très doué. Il réussit à reproduire parfaitement n'importe quelle photo qu'il a devant lui. On a souvent même du mal à reconnaître la copie de l'original. Tenez, regardez ce portrait du couple présidentiel ivoirien. C'est une reproduction de la photo originale qu'il a reçue de sa sœur aînée. Une autre de ses prouesses, c'est ce portrait. Il dit avoir vu ce petit garçon en songe. C'est une fois, j'étais chez ma grande sœur Samira et j'ai fait un rêve. Parce qu'elle, un temps, elle disait qu'elle a envie d'avoir un enfant blanc. Donc, j'ai fait un songe où il avait vu le visage d'un petit blanc avec ses cheveux, comme ça, assis sur le tapis du salon. Donc, du coup, le lendemain, quand je me suis réveillée, je lui ai expliqué, elle m'a dit qu'elle ne comprenait pas. Donc, il était obligé de dessiner pour qu'elle puisse voir, au fait, le visage de la personne que je voyais dans le rêve. Chez les Nanou, l'art est un héritage familial et on peut s'en convaincre. Vous êtes dans une maison d'artistes. Moi, à l'époque, je dessinais aussi quand j'avais son âge. Je n'ai jamais fait vraiment attention, mais tous les enfants qui ont grandi se sont intéressés à tout ce qui touche l'art, notamment le dessin, la musique. J'ai ma fille aînée qui est en France, qui dessine très bien. Messi ne sait pas que dessiner, il est aussi doué en musique. Inscrit à l'INSAC, il a d'ailleurs opté pour la musique au détriment du dessin. Pour moi, être un artiste, ce n'est pas forcément se baser sur seulement le dessin. C'est faire beaucoup de trucs de l'art, d'abord pour être artiste. Donc, il veut connaître un peu le domaine de la musique et puis après connaître le domaine du dessin. Je pense qu'il a fait un choix. On en avait discuté. Il a dit, papa, moi je veux faire de la musique, mais je ne ferme pas la porte au dessin. La preuve, il continue à dessiner. Et je pense qu'on ne peut que l'encourager pour le choix qu'il a fait. Pour pas faire son art, Messi a monté un groupe de rap avec ses copains du quartier. La team Mélodie, comme on l'appelle, fait son petit bonhomme de chemin. Il y a longtemps de cela, j'ai grandi avec mon ami Pouch et lui, il n'était pas encore dans la cité. Mais c'est vers, je crois, 2014 qu'ils ont aménagé ici, dans la cité. Et lors d'un freestyle, nous nous sommes fait échange de contacts, on a pris contact. Et c'est ainsi qu'est partie notre histoire. Le dessin ou la musique, Messi n'entend rien abandonner. Pour lui, être artiste signifie qu'il faut être capable de s'exprimer dans tous les domaines de l'art. Et pour exceller dans cette discipline, il ne demande que le soutien de sa famille et du public. Voilà, Herman Niami a gardé le mystère sur l'âge de notre Messi. Il s'appelle Messi Nanou, ce qui est sûr, il est très jeune et pétri de talent avec ce qu'on vient de voir. Voilà, Messi Henri Christian Nanou, peut-être le Messi de la culture, comme le Messi de Barcelone. Musique. Non, il est bien, il est bien. On sent que c'est une bonne graine et avec un bon entourage et surtout de bons conseils, il va donc faire des prodiges. Et c'est sûr qu'il mange bien aussi. Il mange bien. On va lui faire des prodiges, on va lui faire des propositions, envoyer des photos de toute l'équipe et puis il va nous reproduire ça comme ça. Voilà. En direct aussi, pourquoi pas. Voilà, oui, en direct. Oui, on va tout faire qui viennent en direct et nous restituer l'esprit de la matinale. Et si on a faim maintenant, qu'est-ce qu'on fait ici? Alors on mange
Et nous, on vous propose des plats. Hein. En même temps, ce n'est pas nous, ce sont nos téléspectateurs qui nous envoient des plats. Vous également, vous pouvez le faire hein, sur nos différentes plateformes, Facebook, Twitter, Instagram. Et aujourd'hui, on a le du jingle plat pour commencer. Du jingle. Le jingle, oui. Allez, plat quali pour ouvrir le bal du petit-déj, oui, incontournable de la gastronomie ivoirienne. La sauce copé. Demandez à un Ivoirien ce que c'est que le plat quali, quel que soit l'endroit où il vit, ses yeux vont briller tout de suite. Le plat quali fait partie de nous. Des méprisés par les Ivoiriens, surtout après une virée nocturne. Les plats quali sont très prisés à partir de 4 h du matin. Ensuite... Nous avons un autre petit-déj. Là, c'est plus classique, plus classique. Avec café complet, avec croissant, omelette, jambon, jus, toute la panoplie occidentale. Donc, voilà. Donc, c'est à vous de choisir. Hein. Vous êtes plutôt plat quali ou plutôt café complet, omelette, jambon, tout ça. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr. Bon appétit. Et là, nous avons en dernier... C'est quoi ça? On a une omelette. Une omelette avec des jus de fruits. Du jus de fruits. Là, ça également, c'est délicieux. Et ça nous permet d'être en forme, de garder la forme. On fait un plein de vitamine C avec le jus de fruits. Ça ressemble à du jus d'orange. Hein. Du jus d'orange. Peut-être du jus d'ananas. Mais bon, voilà, du jus de fruits. Et ça nous vient, bien sûr, comme on l'a dit, des téléspectateurs. Voilà. Donc, on a fait le tour. On a vu du plat quali, on a vu du café complet avec du croissant, de l'omelette et du jus de fruits. On va passer à une autre étape maintenant. Voilà. Donc, on a vu tout ça. On va maintenant partir du côté de Marco. Du Cameroun, mesdames et messieurs. Nos jeunes, des jeunes Camerounais qui fabriquent des drones. Oui, des drones made in Cameroun. Et ça, c'est magnifique. On aime ça. Et on profite de l'occasion pour saluer toutes ces personnes qui nous regardent de ce côté-ci de l'Afrique, du Cameroun. On a beaucoup de personnes qui aiment Matin Bonheur là-bas. On les salue respectueusement. Non, qui aiment surtout l'émission. C'est l'émission qui est la star. Voilà. Allez, salutations donc côté du Cameroun. Et on va découvrir en même temps des jeunes Camerounais vraiment pétris d'imagination, de talent, qui nous montrent les drones made in Cameroun. C'est un assistant conducteur. Excusez-moi. Moyen terme, on compte mettre des plaques solaires. Waouh, c'est magnifique ça. Quel talent, quel talent. Il y a beaucoup de talents en Afrique et ils ont juste besoin d'accompagnement et d'encadrement. Parce qu'on a beaucoup d'inventeurs ici, on a beaucoup de jeunes talentueux. Donc on l'a vu avec le jeune Messi, également avec cette création des jeunes Camerounais. Marco, on va manger encore? Oui, on va manger. Vous voulez manger encore? Vous voulez manger? Bah oui. Oui, ça tombe bien. Vous voulez manger parce que vous nous faites chaque jeudi, mesdames et messieurs, on le dit. Abbas va venir tout à l'heure pour corroborer mes dires. Chaque jeudi, Nessu nous fait des infidélités. Elle va du côté de sa cuisine pour nous sortir des plats. Voilà. C'est la capsule diététique. Et à contre-cœur, on fait les lancements. On y va. Chef Noufé est de retour avec nous pour une autre recette diététique. Et cette fois-ci, ça va fondre dans nos assiettes. Bonjour, chef. Bonjour Nessie. Vous allez bien? Je vais bien et vous? Superbe. Allez, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire notre moelleux au chocolat? 125 g de chocolat, 25 g de beurre. Nous allons prendre 25 g de farine de blé. Nous allons prendre 25 g de farine de banane plantain. Nous allons prendre 50 g de sucre blanc et 2 sachets de sucre vanille. Nous allons prendre 3 œufs entiers et nous allons prendre également 2 jaunes d'œufs. Et on commence par quoi? Nous avons déjà fait fondre notre chocolat avec notre beurre. Nous allons maintenant commencer par les œufs. Donc dans cette recette-là, on a besoin de plus de jaunes d'œufs.
Oui, parce que nous ne mettons pas de la levure dedans. D'accord. Nous passons à l'étape suivante. Nous allons ajouter le sucre blanc et le sucre vanille. Nous allons battre ce mélange pendant 30 minutes pour donner du volume à nos œufs. Pour aller rapidement, nous allons prendre la batteuse et nous allons partir à 10 minutes. D'accord. On prend la batteuse. Ok, nous avons atteint les 10 minutes. Vous voyez la mousse qui se trouve sur l'appareil. Voilà. Maintenant, nous allons mélanger les deux farines, le blé et la farine de banane. Et j'ai trouvé que ça donne meilleur goût. Sinon, ça peut se faire avec d'autres farines. Ça peut se faire avec toutes les farines dont vous désirez. Ouais. Faites le mélange doucement. Mélange doucement. Voilà. Nous allons maintenant mettre dans ce mélange de farine le chocolat fondu avec du beurre. C'est vraiment très simple, une recette très simple. Oui, elle est rapide, elle est simple et elle est agréable à manger. Les enfants vont en raffoler. Faites ça souvent, vous leur faites plaisir. Maintenant, je vais prendre mon moule que j'ai déjà beurré et nous allons passer au four. D'accord. Pour le four, c'est combien de temps de cuisson? Le four, nous avons maximum 8 minutes de cuisson à 200 degrés Celsius. Nous allons renverser notre appareil. Nos 8 minutes sont arrivées. Bien sûr, merci. Nous allons retirer notre gâteau. Ça sent bon. Alors, qu'est-ce que c'est? Le sucre glace que nous allons saupoudrer légèrement notre gâteau au chocolat. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? Donner encore du goût. Du goût? Ah oui. Et voilà. Ouh là là. Il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient être à ma place, mais bon. Voilà. Ici, voilà le gâteau. Oula, je salive déjà. On va goûter? Oui. Et ça fond, ça descend dans la fourchette. C'est sûr que ça va fondre dans la bouche. Mais bon. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on ne sent pas la farine de banane. On sent le chocolat. On sent ce mélange onctueux qui fond dans la bouche. Oui. C'est délicieux. Franchement, c'est délicieux. Et en plus, c'est tellement facile à faire. Oui. C'est sûr que les enfants, comme les grands, vont adorer. Oui. Donc, n'hésitez pas à reprendre cette recette chez vous. Nous, on a des choses à terminer ici. On vous laisse bien manger. Ça fait du bien. Au revoir. Merci, au revoir. Marco. Oui. Abbas, vous n'avez pas idée de combien c'est délicieux ce repas. Oui, on sait, on a entendu. Ça fond dans la bouche. Oui. Et c'est à base de la farine de banane. Pardon, vous avez déjà vu un... Enlève mon nom déjà. On va dire c'est Abbas. Il faut dire c'est Marco de la farine de banane. Vous avez déjà goûté un gâteau à base de farine de banane? Non, moi, je ne peux pas manger qui est noir comme ça. Il faut avoir ton cœur noir même pour manger une nourriture comme ça. Merci. C'est du chocolat. Et c'est noir. Vous ne consommez pas le chocolat? Si, quand on nous donne. Mais quand on mange ici, ce n'est pas chocolat. Ça, c'est pas bon. Comment ça va, Abbas?
Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Alors, on va parler de quoi avec vous aujourd'hui dans le JT décalé? On va parler de loyer. De loyer et aussi de l'actualité, c'est-à-dire l'assassinat du petit Bouba. Voilà. Et ce sera dans le JT décalé. On a le jingle, on y va. Abbas est avec nous comme tous les jours dans ce premier jour du 3e mois de l'année. J'y suis maintenant. J'avais dit premier jour du 3e jour. C'est le premier jour du 3e mois. Bon mois de mars, Abbas. Et on commence avec... En tout cas avec les loyers. Parce que quand le mois finit, ça fait les loyers. Oh, le gars vient, il vient prendre ta maison et puis il te dit, bon, le gouvernement dit, il faut vous donner 1 mois d'avance et puis 2 mois caution. Toi, le gars, il a débrouillé. Il a grouillé, il a payé terrain même. Terrain, on l'a doublé jusqu'à, mais il a attrapé son cœur. Il a construit quand même. Ah, ça. Et puis c'est toi, tu viens pour lui dire que le gouvernement dit qu'il n'a qu'à faire 2 mois caution, 1 mois loyer. Tu as quelle intention d'abord même? Est-ce que tu connais tonne de ciment, là, ça coûte combien? Botte de fer, ça coûte combien? Manawa qui soulève briques, là, il coûte combien? Maçon même qui va doubler le gars, mais tu ne penses même pas à tout ça là. Il faut réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, là, ce n'est pas pour faire par là. Le gouvernement, là, c'est pour nous tous. Parce que quand on dit l'État, il y a toi, il y a moi, il y a tout le monde dedans. Donc, il y a la maison de l'État. Surtout même quand tu passes vers Nyama, là, tu vois ça. Il faut aller demander là-bas. Là-bas, même quand tu arrives dans le coin, là, ils vont te dire, il y a un gars qui est dans un bureau qu'on appelle clôteur. Celui qui prend l'argent, comment il appelle? Quand tu es payé maison... Le locataire? Non, non. Un notaire plutôt, un notaire, voilà. Voilà. Il y a un notaire qui est assis quelque part là. C'est le notaire qui est clôteur. Ah, parce que quand tu comprends. Donc moi, j'ai compris clôteur. Donc moi, je vais chercher un clôteur dans mon quartier. Je lui ai dit, ah, clôteur, on dit de te donner l'argent pour... Il dit, non, c'est pas lui qui prend. C'est après que j'ai su que c'est un notaire. Donc maintenant, là, si tu veux maison où on diminue comme ça, moi, je pense à maison derrière Rail. Là-bas, tu n'as pas besoin de caution. C'est où derrière Rail? À Bobo. Ah, d'accord. Derrière le Marley. Tu n'as pas besoin de caution. Tu rentres. Si tu as pu faire 2 heures, tu prends la maison. Et puis, bon, pendant le temps de pluie, il y a aussi Riviera Palmeraie, rue Ministre. Là-bas, même maison est moins chère aussi. Koumassi, Poto. Là-bas, c'est grave. Tu peux aller même avec pirogue. Donc, c'est ce que je voulais dire à tous ceux qui veulent louer les maisons et puis ils sont en train de discuter pour dire non. Le gouvernement dit qu'il faut donner 2 mois, il faut donner 1 mois. Donc, construction là, c'est trop cher. Donc, il faut changer un peu. Non, mais en même temps, il y a une réglementation en vigueur. Donc, c'est en fonction de cela. Réglementation dans la maison des gens. Ben oui. Mais terrain, c'est qui nous a diminué le prix de terrain en Côte d'Ivoire. On a dit terrain d'Abobo, c'est 1 million. Terrain de Cocody, c'est 3 millions. Terrain de temps, c'est comme nous avons fait. Mais vous n'avez pas fait terrain, même prix pour tout le monde. Tu as 400 mètres carrés à 5 millions. Ça n'a rien à voir avec la fondation que tu vas mettre. Si tu veux faire R+1, tu as au moins 15 millions pour faire la fondation. Donc, tu vois, c'est beaucoup de choses. C'est trop. C'est pas facile. C'est pas facile. Alors, on va entrer donc dans un moment très, très douloureux, très triste. C'est devenu viral. La toile s'est emparée de cette tristesse ambiante-là. Et ce matin, au-delà de votre chronique, Abbas, nous sommes de tout cœur avec toutes ces personnes qui souffrent de ce qui s'est passé avec le petit Bouba. Oui, franchement, bijoutier, on ne sait pas à quelle intention. Mais ce que moi je veux dire aujourd'hui, tout le monde a déjà vu les vidéos, tout le monde a vu comment on l'a interpellé, comment il a parlé, tout et tout. Mais je vais parler aux papas et aux mamans, surtout aux parents des enfants. Franchement, vous-même vous étiez où quand l'enfant sortait? Surveillez vos enfants un peu, ça fait quoi? Donc la mère expliquait en même temps, Abbas, c'était quelqu'un de confiance. Qui? C'était quelqu'un qui était le bijoutier en question. Oh, c'est parce que on ne peut pas mettre le micro devant le gars, sinon on va parler. Si c'était quelqu'un de confiance, et puis quoi? Et puis quoi? Un enfant de 3 ans, vous le laissez se balader, il va partout, il rentre partout. Quand même, il y a des trucs, des parents aujourd'hui, tu vois les parents, ils sont sur Facebook en train de se promener seulement. Ou bien ils sont en train de regarder les chaînes câblées ou ils vont regarder films. Il y a des parents qui le font, mais pour les parents du petit Bouba, c'était pas ça. À travers les parents du petit Bouba, on veut parler à d'autres parents aussi, qui n'ont pas le temps de surveiller leurs enfants. C'est vrai, parce que ton enfant va à l'école, il revient à midi, vous n'êtes pas là. Il n'y a personne dans la maison. Ce que vous dites est d'autant plus vrai que la dernière fois sur Facebook, il y a une dame qui a laissé son enfant dans un woro-woro, seul, aller à un autre endroit.
Il y a une passagère qui s'en offusquait, qui s'en plaignait sur Facebook, qui était à côté de l'enfant et qui trouvait ça mais vraiment surprenant. Et la dame qui dit non, elle est habituée, elle va arriver. Mais franchement, je ne peux pas accepter qu'un parent puisse faire ça. Quand même, surveillons nos enfants. Aujourd'hui, c'est ça. Quand tu vas regarder dans les quartiers, aujourd'hui, il y a une dame là même là. Elle a laissé son enfant dans la cuisine, elle a fermé la cuisine et puis elle n'est pas dit sur Facebook que son enfant est perdu. Tout le quartier était embrasé, ils ont cherché l'enfant partout. C'est le papa qui est venu le soir, il regarde la cuisine est fermée. On ouvre, l'enfant est couché. Elle a oublié ou... Elle a oublié l'enfant. Parce qu'il y avait un film qui passait qu'elle devait regarder. Je ne sais pas si c'est Octavio ou bien qui... Bon, elle devait aller regarder. Tu vois, il y a tout ça là-dedans. Il y a le fait que les parents aujourd'hui ne prennent pas leurs responsabilités pour tout ce qui se passe. Maintenant, mon ami bijoutier, tu as fait que les gens ont fait de la récupération. A fait ce que tu as fait là. Voilà. Tu es rentré là, tel veut faire ci, tel veut être là, c'est devenu problème. Bijoutier, si tu pensais que le sang humain là, ça peut rendre riche là. Tu m'as musique à payer, jet privé. Parce que de toute façon, musique pique les gens là, sang qu'ils boivent là. Non, ou bien si ça fait des symptômes, il fallait essayer pour toi là d'abord. Au moins si tu as donné ton sang, que tu as eu quelque chose, après tu peux prendre autre sang. Mais pour rien, quand tu te lèves, l'enfant, il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi de mal? À t'appeler tonton là, c'est un mauvais truc. À cause des petits tontons là, tu n'as pas dit tuer l'enfant là. Et tu quittes des villes civiles jusqu'à Cocody, pensant que non, toi là. Non, mais il n'y a pas envie de dire des trucs, c'est pas bien, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Moi, je pense que où on est là, tout le monde doit vivre. C'est Dieu qui donne le souffle de vie, c'est Dieu qui doit répondre. Et ce n'est pas l'être humain de ôter le souffle de vie à son prochain. Ce n'est pas normal. Un enfant de 3 ans, c'est-à-dire 3 ans, il est né, ça fait seulement 3 ans. Et puis toi, tu viens parce que tu veux être riche. Moi, je pense que ce gars-là, il ne faut pas le tuer. Il ne faut même pas l'emprisonner. Il sera en prison. Non. Si on le met en prison, ce n'est pas bon. Là-bas, les gars peuvent aller aux zoo, payer bain vitré, le mettre dans le vide là. Et puis chaque jour, les enfants vont payer 200 pour les regarder, pour dire, ah voilà, tonton qui tue les enfants là. Mais il y a quand même un bon point dans toute cette histoire, c'est qu'il a été retrouvé. Parce qu'il y a des enfants qui disparaissent et qu'on ne retrouve jamais. Mais heureusement, lui, on l'a retrouvé. Merci beaucoup, Abbas. Non, de rien. Il est avec nous ou il part? Non, je ne pas. Après, ça me fait trop mal. Et on profite de l'occasion pour dire qu'on nous sommes de tout cœur avec la famille. Et vigilance, on ne le dira jamais assez. Voilà, l'info maintenant s'invite à Matin Bonheur avec bien sûr la météo et après Maïs Sako qui vous donnera les principales manchettes de l'information. Vous êtes à Matin Bonheur et vous faites bien. Ivoirienne, Ivoirien, population de Côte d'Ivoire, la lutte contre l'insalubrité continue. Mobilisons-nous. Jeudi 1er mars 2018 à Boaké, tous à nos balais. Sortons pour nettoyer, embellir nos lieux d'habitation et de travail, nos quartiers et espaces de vie communs dès 7 h le matin. Opération Grand Ménage pour un pays propre, beau et sain. Tous engagés, tous concernés. Infoline 01 20 35 01. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette première matinée du mois de mars, le temps sera marqué par un ciel nuageux avec localement quelques pluies sur le littoral, le sud forestier, l'ouest et un peu moins dans le nord-ouest. Par la suite, cette situation fera place à quelques éclaircies. Le reste du pays sera sous un ciel généralement nuageux avec par moments de belles éclaircies. Les variables de la matinée, on notera 25 degrés comme maximale dans les villes d'Abidjan, à Diaké, à Bondoukou et sur la ville de Boaké. 24 degrés à Daloa, 25 degrés à Dambokro comme à Gagnoa, 24 degrés à Korogo, 22 degrés de minimale à Mans, 24 degrés à Oudiéné, à San Pedro ainsi qu'à Sassandra, 23 degrés à Tabou, enfin 25 degrés à Yamoussoukro.
Pour l'après-midi, il fera relativement chaud sur l'ensemble du pays. Après un bel ensoleillement sur l'ensemble du pays, le mélange humidité et chaleur sera favorable au déclenchement de pluies parfois orageuses dans le sud-est, à l'ouest et un peu moins au nord-ouest et dans le centre. Les températures pour l'après-midi, on notera 31 degrés à Abidjan, 32 degrés à Diaké, 35 degrés à Bondoupou, à Boaké, ainsi que sur la ville de Daloa, 36 degrés de maximal à Dimbokro, 32 degrés à Gagnoa, 36 degrés à Korogo, 33 degrés à Mont, 35 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, 31 degrés à Sassandra, 30 degrés et ça sera la minimale à Tabou, 35 degrés à Yamsoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais de la présidence de la République sous la houlette du chef de l'État. Parmi les décisions prises figure la réduction du montant du document unique de transport, en abrégé DUT. Il s'agit de la taxe prélevée pour le transport routier de marchandises. De 4 000 francs, le DUT passe désormais au montant unique de 500 francs CFA. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, est le nouveau président de la commission de la CEDEAO. Il prend officiellement fonction aujourd'hui, 1er mars, à Abuja, au Nigeria. Avant son départ, il a échangé hier avec le président de la République, Alassane Ouattara. Jean-Claude Brou est allé exprimer au chef de l'État sa gratitude pour sa nomination. Il place sa mission sous le signe du renforcement de l'intégration sous-régionale. Je vous propose de l'écouter. J'ai voulu, effectivement, à travers cette audience que m'a accordée le président de la République, prendre ses conseils, ses recommandations pour la mission qui m'a été confiée. Vous savez que le président a pratiqué les institutions internationales, il a pratiqué la CEDEAO, il a eu à exercer les fonctions de président de la conférence des chefs d'État, donc il a une connaissance très profonde de la CEDEAO. Et donc il était tout à fait normal que je vienne prendre des conseils avisés pour que je puisse mener à bien cette mission. C'est un grand honneur qui m'est fait et bien sûr c'est également pour la Côte d'Ivoire un honneur de pouvoir présider la commission de la CEDEAO. Et donc il est important que nous mettions tout en œuvre pour réussir cette mission. Le mouvement des petites et moyennes entreprises a fait sa rentrée à Marcory. C'était à la faveur de la première édition de la journée de motivation des PME. L'accent a été mis sur les moyens et financements mis en place par les acteurs pour soutenir le secteur. Nadia Edja, Cheikh Koli. En plus des facilités offertes aux PME pour exporter sans droit de douane vers les États-Unis, 5 milliards de francs CFA ont été décaissés par l'État depuis août 2017 pour aider les chefs d'entreprise féminins. Ahmed Diomandé, directeur de cabinet du ministre du Commerce, a particulièrement invité les femmes à s'activer afin de bénéficier de ce fonds. Il faut dire que 5 milliards, avec les besoins que nous avons au niveau des entreprises, c'est peut-être pas beaucoup. Il faudrait que ces femmes-là, d'abord, je dirais, le message leur soit porté, et ensuite qu'elles se pressent aux portes pour solliciter ces prêts. On a jusqu'à la date d'aujourd'hui à peine 264 millions, moins de 300 millions qui ont été octroyés. Être une entreprise formellement constituée et avoir un bon plan d'affaires, ce sont quelques-unes des conditions requises pour avoir le prêt. Les potentiels bénéficiaires ont accueilli la nouvelle avec espoir. Ça nous a apporté plus le renforcement dans nos activités.
parce qu'on avait vraiment besoin de ce fonds-là. Une présentation sur le thème « Détenez les outils pour devenir les futurs champions de l'Afrique » et des partages d'expériences ont animé cette cérémonie. Pour Joseph Amissa, initiateur de cette journée, le chef d'entreprise doit disposer d'outils nécessaires pour mener à bien son entreprise. On essaie d'améliorer le savoir-faire de nos membres, de sorte à ce qu'ils rentrent dans la barque des futurs champions et même qu'ils soient les pilotes de ces champions. Lors de cette cérémonie, 91 chefs d'entreprise formés aux techniques de gestion ont reçu leur certificat de fin de formation. La Sotra va bientôt obtenir 450 nouveaux bus. Le gouvernement a procédé hier à la signature de conventions pour le financement de ce projet, estimé à près de 60 milliards de nos francs. Mariam Sissé, Cheikh Koni. Le projet d'acquisition de nouveaux bus annoncé par la Sotra en début d'année prend forme. Après la signature de contrat avec le partenaire Iveco Bus, le gouvernement ivoirien a procédé à la signature de la convention de financement ce mercredi avec la banque tchèque CSOB. Un financement d'un montant d'environ 60 milliards de francs CFA. Pour la mise en œuvre de cette opération d'achat, la banque CSOB a décidé d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire pour la totalité des ressources attendues. Cette acquisition devra permettre à la Côte d'Ivoire d'assurer non seulement la mobilité urbaine de la ville d'Abidjan, mais également d'assurer sa mission de protection de l'environnement. Prenant en compte les questions donc, de difficultés de trafic à Abidjan, prenant en compte également la nécessité de réduire donc, la pollution donc, à Abidjan, cette opération permet donc d'intégrer des bus articulés, une double capacité par rapport aux bus actuels, mais également avec la Petrosi qui est en partenariat donc, dans cette opération, de pouvoir utiliser donc, le gaz, diminuer donc, la pollution, mais également de réduire donc, les charges opérationnelles donc, au niveau donc, de la Sotra. Nous sommes convenus qu'avec Iveco, nous allons donc, travailler pour que Sotra Industrie puisse donc, commencer à faire du montage donc, de véhicules de moindre capacité, qu'on appelle globalement donc, des minibus. 450 autobus, dont 80 articulés, seront disponibles avant la fin de cette année 2018. Une acquisition qui devra doubler la capacité opérationnelle de la Sotra. Au chapitre de la justice, la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale a tenu une conférence et un panel sur le thème « Droits de l'homme et raison d'État ». Il s'agissait pour le public et les experts nationaux et internationaux d'apporter un soutien au statut de Rome. Abou Sanougou. Raison d'État et droits de l'homme. Thème au cœur de la 14e conférence trimestrielle internationale de la coalition internationale pour la Cour pénale internationale. Tribune d'échange entre les populations, les organisations de la société civile, les institutions étatiques et les experts nationaux et internationaux, la raison d'État et le respect des droits de l'homme sont, selon la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale, indissociables. La raison d'État s'applique à un moment où les droits de l'homme sont violés pour résoudre une situation, mais en même temps nous disons que la raison d'État ne doit pas freiner les libertés des individus. Car c'est pour les individus que l'État travaille, mais il faudrait que la raison d'État soit faite dans les normes pour ne pas empiéter tout le temps sur la liberté des personnes. Nous disons que les deux vont de pair, mais ce sont des deux faces et on ne peut pas dissocier. Donc en même temps qu'on respecte par rapport à la raison d'État, en même temps il faut respecter les droits humains. La raison d'État est-elle source de violation des droits humains? Les défis et enjeux de la lutte contre l'impunité face à la raison d'État et les efforts de l'État de Côte d'Ivoire pour garantir un État de droit. 3 sous-thèmes développés par des experts. Tant qu'il y aura des États, il y aura l'État de droit. Mais l'État de droit doit être l'exception. Ça ne doit pas être la règle. De son côté, la Côte d'Ivoire s'est résolument engagée dans la lutte contre l'impunité. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des activités commémorant le 20e anniversaire de la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale. Le district autonome d'Abidjan a signé un accord de coopération avec la région d'Île-de-France. Cet accord porte notamment sur l'aménagement urbain et l'aide à l'entrepreneuriat des jeunes et les transports. Il s'inscrit dans le cadre de la coopération décentralisée. Davis Oyo, Serge Koleya.
Par cette signature de convention, la région de l'Île-de-France et le district autonome d'Abidjan matérialisent leur collaboration. Ce partenariat va permettre de réaliser des activités communes dans les domaines de l'urbanisme, de la santé, du transport, du numérique et surtout de l'entrepreneuriat des jeunes. La Côte d'Ivoire a des potentialités énormes dans le domaine économique qui peuvent intéresser les entreprises franciliennes et qui peuvent encourager le développement des start-up, surtout des initiatives tout à fait originales. Du point de vue culturel, nous avons beaucoup de choses à partager avec les autres pays. Nous voulons, à travers cette coopération, faire découvrir, en collaboration avec le ministère de la Culture, toutes les potentialités de la Côte d'Ivoire auprès de nos amis franciliens. La présidente de la région de l'Île-de-France, cet accord de coopération est profitable aussi bien au district autonome d'Abidjan qu'à sa région. Le ministre-gouverneur Mambé et moi avons souhaité, dès nos premières conversations, que notre coopération soit un partenariat gagnant-gagnant. C'est pour cette raison que nous avons créé un réseau d'incubateurs francophones et qui est destiné à dynamiser l'innovation et la création d'entreprises à fort impact social et environnemental. En Île-de-France, à Abidjan, mais aussi dans toutes les villes partenaires de ce réseau d'incubateurs, qui permettra à terme l'accompagnement de 200 start-up et la formation de 900 jeunes entrepreneurs à l'innovation sociale et environnementale. Valérie Pécresse a été élevée au rang de commandeur dans l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Elle a reçu également les clés de la ville d'Abidjan. L'Île-de-France et le district autonome d'Abidjan unissent ainsi leur destin pour les 10 années à venir. Toujours dans le cadre de sa visite en Côte d'Ivoire, Valérie Pécresse a visité une université de la ville d'Abidjan. Objectif, échanger avec étudiants et responsables sur la qualité de la formation. À l'étranger, 4 casques bleus ont trouvé la mort et 4 autres ont été grièvement blessés hier dans le centre du Mali dans une attaque à l'engin explosif artisanal. La force de l'ONU au Mali, la MINUSMA, renforce actuellement son dispositif sécuritaire dans le centre du Mali aux côtés de ses partenaires nationaux, régionaux et internationaux. La conférence de Kaboul pour la paix en Afghanistan s'est achevée. Les délégations de 25 pays se sont réunies dans la capitale afghane pour discuter du processus de paix et de la sécurité dans le pays, où le conflit fait rage depuis 17 ans. Les insurgés talibans qui contrôlent près de 40% du territoire afghan rejettent la main tendue des autorités pour entamer des discussions de paix. Ainsi s'achève ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci à vous, Maï. Merci, Maï. Bon mois de mars. Hein. Merci. Ça s'annonce bien, le mois. À vous également. C'est la journée de la femme. Ah bon, ça s'annonce bien. Non, je demande. Oui, ça va. Peut-être que vous êtes bien réveillés avec une nouvelle particulière. Quand même. C'est le mois des femmes. Il s'agit de Nessie et moi. Bien sûr. Merci, Marco. Mais il n'y a pas plus beau qu'un homme. Il n'y a pas plus beau qu'un homme qui peut souligner votre grâce, parce que sans nous, personne ne va le rendre. Marco, on attend la journée mondiale des hommes. Mais oui, ça c'est une idée aussi. Hein. Alors, pour la fête des pères, j'ai dit à Kadi, pour la fête des pères, je vais créer un concept. La révolte des papas aura lieu. Parce qu'on veut nos cadeaux. Nous sommes fatigués. Et toi qui oublies les anniversaires, mais ce des boxeurs et des dans débardeurs. Dans tous les cas, tu as amendé également. Ça verra. Merci Maï. Merci Maï. Allez, vous êtes toujours sur Matin Bonheur. Vous le savez, tous les jeudis, on parle santé. Aujourd'hui, on parlera santé avec notre docteur Madi. Mais ça sera, vous le savez, dans la dernière partie de cette émission. En attendant, on a notre invité du jour avec qui on parle entrepreneuriat. Bonjour. Oui, bonjour, Lucie. Vous allez bien? Marcelin. Bonjour, maître Emmaüs Touré. C'est un coach en développement personnel. Aujourd'hui, il est là pour nous parler de son expérience entrepreneuriale. C'est quoi un coach personnel et comment il a réussi à tisser donc, son réseau d'efficacité. Maître Emmaüs, bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. Merci beaucoup, Marcelin. Sur le nouveau plateau, parce qu'on a eu l'occasion de se voir et vraiment, j'aimerais profiter de l'occasion pour vous souhaiter une bonne année. C'est pas trop tard. Merci. Et merci puis, à vous bienvenue. Alors, c'est quoi un coach en développement personnel? Alors, un coach en développement personnel, c'est un accompagnateur. Vous savez, nous sommes sur cette terre pour une mission précise. Et chacun de nous a des objectifs. Chacun de nous veut réaliser quelque chose de grand, d'exceptionnel. Chacun de nous veut réaliser, ou j'ai envie de dire, veut faire la différence dans un domaine précis.
Nous avons donc une vision, des rêves, des objectifs à atteindre. Et donc, quelquefois, les gens se débrouillent seuls. Ils mettent beaucoup de temps à réaliser un rêve. En un an, on peut réaliser de grandes choses. Les gens mettent 5 ans, 10 ans pour réaliser ce qu'on peut réaliser en un an. Donc, le coach étudie d'abord ce qu'on appelle la psychologie du comportement. Donc, développe ce qu'on appelle l'intelligence du comportement humain, va étudier les schémas, les stratégies, les idées qui permettent à un homme d'atteindre des résultats de façon rapide et facile. Donc, le coach est un accompagnateur. Et donc, le développement personnel est la matière, la discipline qui nous permet d'accompagner les gens pour atteindre leurs objectifs et donc de façon exceptionnelle. Et dites-nous, vous, comment en êtes-vous arrivé là? Alors, moi, j'ai commencé déjà par être clerc d'huissier de justice, 9 ans à Gagnoa, 1 an à Mans, 3 années à Boaké, où j'étais clerc d'avocat. Mais j'avoue que j'étais frustré, j'étais sans le sou. Hein, je vivais une vie vraiment difficile où les choses semblaient, le sort semblait être contre moi. Difficile financièrement? Oui, difficile financièrement. Parce que je n'avais même pas à louer, je vous dis la vérité, je ne pouvais même pas louer une maison de 5 000 francs. En étant clerc? Oui, parce que le salaire ne venait pas correctement. Donc fatigué de ça, vous décidez donc je me suis dit, de vous jeter à l'eau. Oui, naturellement, je me suis dit d'abord, qu'est-ce qu'il y a un homme capable d'avancer rapidement dans la vie, de gagner beaucoup d'argent, de multiplier des biens, d'être heureux, alors que d'autres n'arrivent pas à prendre le départ? Pourquoi certaines personnes ont le pouvoir de s'affirmer, de passer à l'action, tandis que d'autres essaient de s'agripper pour ne pas perdre ce qu'ils ont? Et donc, toutes ces questions m'ont amené, n'est-ce pas, à me révolter contre moi-même. Et je me suis dit, non, il faut que ça s'arrête, il faut que ça change. Je ne peux pas continuer comme ça. Et donc, c'est toute cette réflexion qui m'a amené à lire, parce que les gens n'aiment pas lire. Or, une des clés de la réussite dans la vie, c'est de lire. Donc, les leaders sont des lecteurs. Et c'est en lisant que j'ai découvert 3 choses. La première chose que j'ai découverte, c'est qu'il ne faut jamais perdre de vue l'objectif. Il faut avoir un rêve, protéger son rêve et pouvoir le réaliser. Alors, vous décidez d'être coach en développement personnel après avoir été clerc d'huissier et d'avocat. Alors, c'est quelque chose de nouveau, parce que et se lancer dans cette chose nouvelle-là, en tant qu'entreprise, c'est un risque. Mais justement, parce que les gens ont peur de prendre des risques. Et moi, j'ai osé. Je me suis dit qu'il faut que je fasse quelque chose que personne d'autre n'a fait jusqu'à ce jour. Et je pense que c'est une clé pour réussir dans la vie. Donc je voudrais dire à ceux qui nous suivent qu'il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Il faut se dire que je peux faire ce que les autres n'ont pas encore fait. Non, mais je peux m'engager. Il y a beaucoup de coachs en développement personnel. Oui, il y a beaucoup de coachs en développement personnel, mais je vous assure, Marcel est sur ce plateau. Nous sommes ensemble. J'ai été le premier ici en Côte d'Ivoire à proposer un programme de coaching à la RTI. Depuis 2008-2009. C'était le 8 février 2010. Après mon retour du Bénin, et ça a été un succès phénoménal. Et donc, je suis parti de là. Mais déjà à Gagnoa, lorsque j'ai proposé le programme de développement personnel, les gens me disaient, mais tu n'as rien, et puis c'est toi qui parles de la prospérité. Et j'avoue que j'étais frustré, parce qu'effectivement, je n'avais pas d'argent. Et vous savez quoi, la première fois où on m'a dit de payer une maison à 5 000 francs, je suis resté triste pendant près de 2 semaines. Parce que je ne sais pas comment faire pour payer ma maison. Vous voyez? Donc, je suis parti de cette expérience-là. Et puis, j'ai commencé, n'est-ce pas, à parler. J'ai commencé mon activité avec 20 000 francs. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des prospectus, des petits prospectus que j'ai distribués dans la ville de Gagnoa. Et les gens se moquaient de moi. Parce qu'ils se disaient, comme je vous l'ai dit tantôt, mais un coach qui parle de prospérité et qui n'a rien. Voilà. Je ne me suis pas découragé. J'ai donc essayé d'avoir un temps d'antenne sur la radio locale. Pendant 1 an, j'ai préparé une conférence. Et vous savez quoi? J'ai organisé la conférence. Il y a eu 2 personnes à ma conférence. 2 personnes. Là où j'attendais près de 350 à 400 personnes, il y a eu 2 personnes. C'était payant? Oui, c'était payant. Et c'était juste 3 000 francs. Et ces 2 personnes, vous les avez encadrées? Ces 2 personnes, c'était des amis d'ailleurs, qui étaient venus me soutenir, en fait. Comme on dit, il ne faut pas négliger les petits commencements. Voilà, donc c'est ça. Et c'était des enseignants qui sont venus me soutenir. Et j'ai donné l'enseignement comme si j'étais face à, je veux dire, à des inconnus. Voilà. Non, face à au moins 500 personnes. À 500 personnes. Et on est parti de là. Mais j'avoue qu'intérieurement, j'étais abattu. Parce que je me suis dit, mais je me suis engagé dans une voie. J'avais peur de l'inconnu. Et je me dis, même j'avais pris rendez-vous avec l'inconnu. Et je ne savais pas où j'allais. Et j'ai passé 1 an à réfléchir, à voir ce qu'il fallait faire. Ou j'abandonne, ou je continue. À quel moment le déclic? Alors, le déclic est venu quand je me suis rendu compte que dans la vie, pour réussir, il y a toujours un prix à payer. Ouais. Soit vous payez le prix maintenant et vous vous amusez après, ou vous vous amusez maintenant et vous payez le prix après. Et quel a été votre prix? C'est à vous de voir. Moi, j'ai choisi de payer le prix maintenant et de m'amuser après. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai payé le prix
Et puis la conférence qui a suivi, comme j'ai dit, 1 an après, la salle était archi. C'était quoi le prix? Le prix, c'est la lecture, c'est les recherches. Je me suis remise en cause, je me suis dit, mais pourquoi ça n'a pas marché? Parce que dans les comportements humains, il y a des schémas. Ce sont les schémas qui font la différence. Ce sont les schémas qui nous permettent de réussir, d'aller vite dans la vie. On ne se débrouille pas. On n'a pas besoin de lutter, de faire beaucoup d'efforts. On n'a pas besoin de forcer le destin. Quelquefois, les gens disent, je veux forcer mon destin. Non. On n'a pas besoin de forcer le destin. Dans les mathématiques, il n'y a pas d'erreur. Ou d'aller faire des sacrifices. Connaissez les mathématiques. On n'a pas besoin d'aller faire des sacrifices, tout ça. Pas du tout. Pas du tout. Parce que la grandeur est en nous. La grandeur est en chacun de nous. La grandeur est en vous. La grandeur est en Marco. La grandeur n'est pas quelque chose de mystique ou de paranormal. La grandeur n'est pas réservée à une catégorie de personnes ou d'initiés. La grandeur est en chacun de nous. Il faut prendre conscience de ce qu'on a, de ce qu'on est. Et donc travailler avec ce qu'on peut, n'est-ce pas, accomplir. C'est très important. Alors, après ces 2 personnes-là qui sont venues à la conférence, point de découragement, vous continuez. Je continue. Et vous continuez comment? Est-ce que vous avez des collaborateurs? Puisqu'après tout, c'est une entreprise, il faut faire rentrer de l'argent. Oui. Vous continuez comment? Je continue avec beaucoup de difficultés. Et vous savez, il faut communiquer avec ses collaborateurs. D'accord. Il faut leur dire que nous sommes en train de construire quelque chose de grand. Tous les grands accomplissements sont passés par des grandes difficultés. D'accord? La profondeur de votre vision détermine les hauteurs que vous allez atteindre dans la vie. Les montagnes peuvent se dresser devant vous. C'est à vous de les surmonter. C'est à vous de les contourner. En tout cas, c'est à vous de choisir la bonne méthode. Rien ne devrait pouvoir vous empêcher de réussir. Rien ne devrait pouvoir être un obstacle pour vous. Les forces d'opposition, c'est-à-dire quand je parle de forces d'opposition, par exemple, il y a eu 2 personnes à ma conférence, c'était des forces d'opposition. D'accord, mais ce n'est pas quelque chose de mystique. Non, 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 c'est normal. La vie teste nos capacités. La vie teste notre foi, la détermination, l'engagement, la volonté de réussir et d'aller de l'avant. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de clients, et donc, de personnes que vous encadrez. Oui, 1 an après, si vous permettez, 1 an après, je fais la conférence, la salle est archi-comble. Et 3 mois après, j'ai une invitation sur le Burkina Faso, sur le Bénin, sur la Guinée équatoriale, sur le Sénégal. Et c'est comme ça que c'est parti. Et là, vous êtes un coach réputé, reconnu. Alors aujourd'hui, ma satisfaction, c'est que je coach tout le monde. Je coach des personnalités, j'ai coaché des maires, des députés, j'ai coaché aujourd'hui même des conseils de chefs d'État. Il y a des gens qui prennent l'avion depuis la France et qui viennent me voir pour se faire coacher. Pourtant, en Europe, il y a de grands coachs. Vous voyez, et c'est ça ma satisfaction. Parce que je me dis que rendre heureux rend heureux. Lorsque vous avez quelque chose en vous, il faut partager. Vous voyez, la différence, c'est qu'il y a des personnes qui voient, lorsqu'un verre est à moitié plein, alors qu'est-ce qu'on dit? Il y en a qui disent que c'est vide, à moitié vide et à moitié plein. Les plus vous savez, disent que c'est à moitié ceux qui réussissent dans la vie sont des hommes déraisonnables. Parce que ce sont les hommes déraisonnables, les hommes qui ne sont pas raisonnables qui font la différence. Quand on dit on ne peut pas, vous dites, moi je vais y arriver. Ceux qui voient le verre vide ou le verre à moitié plein, n'est-ce pas? Moi je vais le voir. Je suis de ceux qui pensent que le verre n'est jamais vide. Parce que même lorsqu'il n'y a pas de l'eau dans le verre est plein d'air. D'accord? Donc le verre n'est jamais vide. C'est une question de perception, c'est une question de vision. Les pessimistes voient les difficultés dans les opportunités et les optimistes voient les opportunités dans les difficultés. C'est ce qui fait la différence. Alors on vous appelle Maître Emmaüs. Alors comment ça se passe concrètement quand vous avez un client? C'est comme ça qu'on dit, non? Quand vous avez un client, comment vous le préparez? Quelqu'un qui était par exemple simple instituteur, qui était instituteur, c'est un métier noble que nous respectons, et qui a maintenant de grandes responsabilités du fait d'une... Par exemple, il est devenu maire. Alors, comment on coach cette personne-là? On rentre dans votre métier maintenant. Est-ce qu'on coach cette personne-là de la même manière qu'on coach, par exemple, un président ou bien une personnalité en activité depuis longtemps? Voilà, c'est quoi les subtilités? Non, les outils. D'abord, il faut permettre au client de prendre conscience des outils qu'il a. Alors, parmi ces outils, on peut citer la pensée, la foi, n'est-ce pas? La détermination, l'esprit de créativité, n'est-ce pas? Le sens de la responsabilité, la passion. Et tous ces éléments, tous ces outils-là lui permettent de prendre conscience de son potentiel. Le potentiel, ce n'est pas ce que vous avez déjà réalisé. Le potentiel, c'est ce que vous n'avez pas encore réalisé. Quel que soit le milieu du Quel que soit le milieu. Alors maintenant, ce qui va faire la différence, c'est que, par exemple, pour les leaders, puisque moi je fais du coaching VIP, pour les leaders, vous allez étudier sa psychologie et voir quels sont les traits de caractère qu'il doit développer. Quelquefois, les leaders ne réussissent pas parce qu'on peut être maire et ne pas être leader. Vous occupez une position de leader, mais vous n'êtes pas encore leader. Vous êtes leader lorsque vous commencez à développer des traits de caractère qui font de vous un véritable leader. Un leader n'échoue jamais. Si vous échouez dans votre mission, c'est que vous n'êtes pas un leader. Mais l'échec est également une leçon. Comment? L'échec pourrait être également une leçon. L'échec n'est pas une fatalité. L'échec est un résultat. L'échec est le résultat d'une démarche, d'une mauvaise démarche. L'échec est l'indice d'un plan mal élaboré. L'échec est un mécanisme dans le mécanisme de la création, est un point de passage dans le mécanisme de la création qui nous permet de bien faire les choses. Lorsque vous avez échoué, c'est un message silencieux.
d'accord, que la vie vous envoie pour dire que vous avez adopté de mauvaises stratégies, vous avez utilisé les mauvaises informations, les mauvaises idées, et c'est pour ça que vous n'avez pas réussi. Il ne faut pas interpréter l'échec comme une forme de catastrophe. Il ne faut pas voir l'échec comme un échec. Non, l'échec est juste un message, et l'échec cache toujours de grandes réalisations, l'échec cache toujours de grands accomplissements. L'échec est donc un piédestal. L'échec est donc un piédestal. On passe toujours par l'échec pour atteindre les objectifs les plus élevés de la vie. C'est une transition. Celui qui n'échoue pas ne peut pas réussir dans la vie. Parce que l'échec nous enseigne. La vie est une grande, vaste, vieille et gigantesque école. Et à côté du coaching VIP, vous encadrez également les couples. Vous êtes conseiller conjugal. Oui, je fais tout ça parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il fallait, n'est-ce pas, être quelqu'un vraiment de complet. Vous voyez, lorsque les gens viennent nous voir, il faut vraiment les aider. Mais moi, ce que je mets en avant, c'est vraiment la motivation. C'est de dire aux gens que vous pouvez dépasser vos limites. C'est de dire aux gens que rien ne devrait pouvoir vous arrêter. C'est de dire aux gens que vous pouvez aller au sommet de la vague. Ne vivez pas votre vie au rabais. Non. Refusez de vivre votre vie au rabais. Quelles que soient les circonstances, les épreuves, les difficultés, dites-vous que vous pouvez y arriver. C'est quoi vivre une vie au rabais? Alors, vivre une vie au rabais, c'est vivre en deçà. Vivre, la vie vous impose un style de vie. Ce que les Allemands appellent les Dasein. Voilà, justement, la vie vous impose un mode de vie. Vous voyez, quelquefois, quand les difficultés se présentent à vous, vous dites, il faut que je m'adapte à la situation. Il faut que j'accepte la situation. Non, vous n'avez pas à vous adapter à la situation. C'est la situation qui doit s'adapter à vous. Les circonstances doivent s'adapter à vos rêves. Les difficultés, à un moment donné, doivent reconnaître que vous êtes un champion. Le champion, c'est un triomphateur, c'est un vainqueur, c'est un gagnant. Le triomphateur, c'est celui qui n'abandonne jamais. Le triomphateur, comme je l'ai dit tantôt, c'est celui qui ne voit pas l'ombre, mais qui voit plutôt le soleil. Parce que lorsque vous fixez le soleil, vous ne voyez pas l'ombre. D'accord? Donc, le triomphateur, c'est celui-là qui voit et qui sait que, quelles que soient les épreuves, les difficultés, je vais y arriver. Et c'est très important. Maître Touré Emmaüs, coach en développement personnel, c'est lui que nous recevons ce matin, mesdames et messieurs, dans le cadre de la rubrique Entreprendre. Il nous parle de son expérience, de ses échecs, de ses réussites et surtout de ses perspectives. Quelles sont les perspectives maintenant de Maître Emmaüs? Alors aujourd'hui, à un moment du coaching personnel, quand on a atteint les objectifs, quand tout est bien pensé, on va où maintenant? Alors, c'est une très belle question. Vous savez, quelquefois, lorsque l'eau, n'est-ce pas, ne bouge pas, on dit qu'elle stagne, n'est-ce pas? Alors, quand les gens ont atteint leurs objectifs, ils ne savent plus quoi faire. Il y a des gens, par exemple, elle parlait de couple, il y a des gens qui rentrent dans le couple sans vision. Donc, lorsqu'ils sont dans le couple, ils n'ont plus de vision, ils ne savent plus quoi faire. Lorsqu'ils sont en entreprise, ils ne savent plus quoi faire. Une des clés de la vie, c'est de progresser. L'amélioration personnelle. Il faut toujours s'améliorer. Il faut dire que je peux toujours faire quelque chose de plus que ce que j'ai fait hier. Je vais faire la différence. Je vais adopter une attitude de gagneur, de vainqueur. Une attitude de celui qui n'abandonne jamais. Parce que ceux qui réussissent n'ont pas de plan B. Ceux qui réussissent n'abandonnent jamais. Donc aujourd'hui, les perspectives, c'est de faire en sorte que les jeunes Ivoiriens, Africains ne disent plus qu'il n'y a pas de travail. Il y a du travail pour tout le monde. Lorsqu'un pays est en paix, vous pouvez travailler. Si on ne vous engage pas dans une entreprise, vous pouvez créer vous-même une entreprise. Si vous allez dans une entreprise qu'on ne vous reçoit pas, achetez l'entreprise et changez le personnel de l'entreprise. Vous avez les moyens de le faire. C'est une façon de voir les choses et de dire que chacun de nous peut se réaliser. D'accord? Moi, j'enseigne ce qu'on appelle la philosophie du self-made man, c'est-à-dire la réalisation de soi. Compter sur ses capacités, ses facultés, toute cette richesse que Dieu a déposée en nous et qui fait de nous des champions. Voilà. Donc aujourd'hui, pour répondre directement à la question de Marcelin, c'est vraiment de continuer parce que déjà avec les personnalités, il n'y a pas de problème. Comme je l'ai dit tantôt, on connaît déjà, vous étudiez la psychologie de la personne et vous lui proposez un programme sur 7 mois ou 1 an, ça dépend. Mais surtout aujourd'hui, ma cible, c'est les femmes, les jeunes, et même les enfants, parce que j'ai préparé un programme de coaching pour enfants. Quel était le cas le plus... Dernière question. Quel était le cas le plus difficile ou à un moment où vous vous êtes dit, mais attends, franchement, ça craint? Le cas le plus difficile pour moi, c'est que je ne vois pas les difficultés. Je vois les difficultés comme des défis à relever. Vous avez réussi à sauver tous ceux qui sont venus vers vous? Je n'échoue jamais dans ma vie. Quel était le défi le plus haut? C'était avec qui? C'était quand? La première personnalité qui m'a contacté, j'avoue honnêtement, je vais pas dire son nom, évidemment, mais j'avoue honnêtement que j'ai eu beaucoup de... Je vais dire, j'ai passé du temps à réfléchir sur la bonne méthode, parce que pour moi, c'était vraiment un défi. Et je voulais montrer à cette personnalité-là qu'on peut, n'est-ce pas, l'amener à aller plus haut, à atteindre des... Et j'avoue que lorsque je travaille avec elle, elle n'était pas conseiller du chef d'État. 6 mois après, n'est-ce pas? Bon, elle s'est retrouvée là où elle devait se retrouver. Et je lui ai dit que vous pouvez aller plus loin. Tout dépend de vous. Dans la vie, il n'y a pas de limite. Il faut voir grand.
Pensez fort, voyez grand et votre vie sera grande et forte. Merci beaucoup, coach. Emmaüs Touré. C'est précieux conseil. Ça fait du bien le matin, comme ça, d'avoir des conseils. Coach, développement personnel. Oui. Bonne continuation. Merci beaucoup. Bon courage. Merci également. Voilà. Donc, merci et merci à la RTI de nous donner cet espace pour motiver les gens, pour les booster et pour leur dire que c'est possible. Et nous, pour motiver nos finances à la RTI, bien sûr, et à la pub. C'est parti. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Aimé de toutes et de tous. Sollicité de partout. L'aventure dure 11 ans. Bonjour Korogo. Sous le haut patronage de son Excellence Monsieur Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, maire de Korogo, sous le parrainage de Monsieur Lassina Ouattara, chargé de mission à la présidence, la RTI organise Bonjour Korogo, le samedi 3 mars 2018 à 20h au stade de Korogo avec vos humoristes préférés. Spectacle offert gracieusement par le maire de Korogo. Bonjour, un concept RTI. Bonjour 2018. Que du bonheur. J'ai toujours revendiqué que je ne suis pas libanais. Mais il n'y a pas longtemps, le vieux, je suis revenu libanais. Hein. Quand on m'a vu à l'aéroport, on dit hey, petit, tu es libyen? J'ai dit wallah, moi libanais. Moi libanais, moi vendais shawarma à la Redouze. La première question qu'on m'a posée au Congo, on m'a dit vous avez une arme sur vous? J'ai dit non, il m'a dit tenez, vous allez en avoir besoin. Que d'humour pour la bonne humeur. Je suis allé au Cameroun il n'y a pas très longtemps. Ils sont adorables, les Camerounais. Le Cameroun, c'est le seul pays au monde où, quand tu fais un spectacle, le public, il parle avec toi. Je te jure, j'étais en train de faire un spectacle, il y a un gars qui s'est levé de sa chaise, il m'a dit « Voilà, tu as raison !» J'ai moi-même vécu la même situation. D'ailleurs, je vais vous raconter. J'ai dit « Mon ami, tu fais quoi ?»« Faut t'asseoir, c'est mon spectacle. » Les grands moments de Bonjour 2018, plus le bonus en DVD. Prix 2500 francs CFA. Point de vente, RTI Publicité Vallon, RTI Publicité Plateau, RTI Publicité San Pedro, RTI Publicité Boaké, Soum Cosmétique Yamoussoukro, Edipresse partout en Côte d'Ivoire. Bonjour, un concept RTI. Jeudi, c'est la santé sur Matin Bonheur et aujourd'hui, on parle de la césarienne. Qu'est-ce que c'est? Qui la pratique? Comment on la pratique? Pourquoi on la pratique? Eh bien, on en parlera avec notre docteur qui est déjà installé sur ce plateau. Mais avant, l'élément explicatif, la capsule. De mon point de vue, la césarienne est une pratique très ancienne qui consiste à extraire le nouveau-né de l'utérus maternel par une incision de la paroi utérine. C'est lorsqu'on opère la femme pour extraire l'enfant. Mot d'origine latine, la césarienne est une pratique très ancienne qui consiste à extraire un enfant de l'utérus maternel par incision de la paroi utérine. Elle intervient lorsque l'accouchement par voie basse n'est pas possible ou que l'accouchement peut mettre la vie du nouveau-né en danger. Elle se fait généralement par anesthésie péridurale qui permet à la mère de rester consciente durant l'opération. Avoir recours à la césarienne, c'est lorsqu'il y a des complications au niveau génital. Et lorsqu'une femme est à terme, qu'elle ne peut pas accoucher par voie basse, il faut suivre une opération, c'est-à-dire
faire la césarienne afin que l'enfant puisse venir au monde. Plusieurs raisons peuvent justifier une césarienne. Ce sont entre autres un retard de croissance intra-utérin de l'enfant en vue d'améliorer son pronostic vital, le poids trop élevé de l'enfant, un nombre élevé d'enfants, quintuplé ou plus, une mauvaise présentation de l'enfant avant l'accouchement, un placenta bas inséré, un kyste ovarien ou un fibrome utérin, une mère atteinte du VIH pour éviter la contamination de l'enfant lors de l'expulsion. En Côte d'Ivoire, malgré les progrès enregistrés, la césarienne est redoutée chez certaines personnes pour différentes raisons. Les conséquences liées à la pratique de la césarienne, il faut dire que la femme qui a subi cette opération peut garder une cicatrice à vie. Bon, moi je pense que lorsqu'on opère la femme et puis après quand on coupe, la cicatrice ça reste à vivre, on ne peut pas oublier ça. S'il est vrai que la césarienne semble être un moyen facile et peu douloureux pour les femmes d'expulser l'enfant comparé à la voie naturelle, il n'en demeure pas moins qu'elle peut avoir des conséquences sur la mère et dans certains cas sur l'enfant. Toutefois, il est nécessaire d'évaluer la nécessité d'effectuer une césarienne de convenance et d'avoir toutes les informations nécessaires concernant les risques d'une césarienne afin de pouvoir prendre sa décision. Une information sur le taux de césarienne de l'établissement où l'accouchement prévu est nécessaire. L'OMS préconise un taux de césarienne de 15% environ. Ce taux varie également en fonction du niveau de la maternité. Une femme âgée de 37 à 40 ans, accouchant de son premier enfant après avoir eu des difficultés pour concevoir cet enfant, problème de stérilité, acceptera peut-être plus facilement le recours à une césarienne. Ne pas hésiter donc à discuter de ce problème avec son médecin et sa sage-femme. Voilà, qu'elle soit de convenance ou de prescription médicale, la césarienne soulève, mesdames et messieurs, de nombreuses questions. Sur ce plateau avec nous, docteur Djibril Madi. Docteur, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, c'est vrai que je vous ai vu acquiescer tout au long de l'élément explicatif. C'est ça, oui. Signe que tout ce qui est dit donc, dedans est vrai. C'est aussi l'occasion pour nous de féliciter tous ceux qui travaillent, qu'on ne voit pas, mais qui travaillent beaucoup pour ces éléments explicatifs-là. Alors, la pédagogie demande donc la répétition. C'est ça. Puisque nous vous avons sur le plateau, la césarienne, c'est quoi? En fait, souvent les gens disent quand on parle de césarienne, on parle de Jules César. Vous comprenez? Ils parlent de Jules César. Or, en fait, Jules César porte le nom de son grand-père. Son grand-père qui est né justement par une incision de la paroi utérine. Et donc, en mémoire à son grand-père, on lui a donné le nom de Jules César. Donc, quand on parle de césarienne, on passe à Jules César. Non, c'est pas ça. C'est une opération. En fait, c'est un mot latin, César, Césaria, qui veut dire incision. Donc, d'où le terme César qui est venu de Jules César. Donc, en fait, c'est vrai que c'est une voie d'accouchement. Il y a deux voies d'accouchement. Il y a la voie d'accouchement par voie basse et il y a la voie d'accouchement par voie haute. Donc, il faut que les gens se disent qu'il y a deux voies d'accouchement. Mais souvent, dans la gouverne sociale, on se dit que la seule voie d'accouchement, c'est la voie basse. Non. Que la voie haute, c'est une voie vraiment de recours. Non, à quel moment on parle de cette voie haute-là? Cette voie haute, mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'élément, c'est dû au fait qu'il y a des difficultés pour que l'enfant puisse sortir par voie basse. Ça, c'est ça. Ou bien que la vie de la femme est menacée. Ou que la vie des deux est menacée. Vous comprenez? Une femme qui porte son enfant pendant 9 mois et au 9e mois, on lui dit « Ah, madame, c'est pas possible que vous puissiez accoucher par voie basse. » C'est vrai que ça fait un peu tilt dans la tête de la femme. Vous voyez? Ça fait un peu tilt dans la tête de la femme. Elle se dit « Mais tiens, on va me déchirer. » Voilà le terme. On va me déchirer. Et qu'est-ce qu'il en sera plus tard? Vous comprenez? Elle pense déjà à ses enfants futurs. Est-ce qu'une césarienne, une fois c'est césarienne, toujours? On dit souvent césarienne, un jour césarienne, oui, toujours. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Mais il faut quand même respecter l'espace intergénésique, c'est-à-dire quoi? L'espace entre deux grossesses. C'est ce qui est important. Or, malheureusement, après une césarienne, bon, le mari, il ne se tourne pas les pouces, vous comprenez? Il veut rapidement avoir ses droits. C'est son droit paternel. Mais après une césarienne, il faut combien de temps avant de faire un enfant? Il faut attendre d'abord le retour des couches. Il faut attendre 45 jours après. 45 jours après, c'est possible. Mais vous savez, la femme, elle est tellement peureuse qu'elle se dit non, j'ai encore des fils dedans, tout ça. Et puis bon, elle veut un peu conserver sa forme, elle veut conserver la ligne, vous comprenez un peu. Donc elle met du temps à pouvoir aller avec son mari. Mais en fait, c'est qu'après 45 jours, c'est possible. Mais il faut aussi prendre des précautions parce que, comme on l'a dit, l'espace intergénésique est très important. C'est 2 à 3 ans. Avant d'arriver là-bas, oui. Avant de faire la césarienne, est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative?
On a vu qu'il y avait la possibilité de retourner l'enfant. Il y a certaines sages-femmes qui le font. Et on entend ça souvent dans les salles d'accouchement. Oh là là. Non, n'allez pas à la césarienne. Écoutez, retourner l'enfant. Je suppose un enfant qui est en position transversale. C'est-à-dire que la tête est à droite et les pieds sont à gauche, etc. Comment vous allez retourner l'enfant? C'est pas possible, vous voyez? C'est pas possible. Ou bien l'enfant qui vient avec un bras, procidence d'un bras, ça dit vient avec un bras. Vous allez le retourner comment? Ou bien procidence du cordon ombilical. Le cordon sort au niveau de la vitre. Vous ne pouvez pas. Parfois même on oublie de prendre le cordon comme ça pour appuyer le cordon, pour le mettre là-dedans et puis maintenir le cordon comme ça jusqu'à ce qu'on opère l'enfant. Parce que si jamais le cordon dessèche, c'est pas possible. Ça va entraîner une anorexie chez l'enfant, une hypoxémie, c'est-à-dire la baisse du taux d'oxygène. L'enfant ne sera pas oxygéné. Et puis bon voilà, on se retrouve à un enfant. Donc il est bon d'informer la population pour leur dire qu'une césarienne, ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas du tout, et c'est maîtrisé maintenant. C'est maîtrisé, c'est maîtrisé. Mais il est bon, comme l'a dit l'élément, il est bon de pouvoir informer la population, informer les parturientes pour leur dire, madame, on vous faire une césarienne compte tenu de ça et ça. C'est l'information le problème. C'est beaucoup de communication. Et les médecins doivent s'atteler à ça, les sages-femmes doivent s'atteler à ça, le corps paramédical doit s'atteler à ça pour dire qu'une césarienne, ce n'est pas une malédiction. Et ce n'est pas dangereux. Et ce n'est pas du tout dangereux, c'est pas dangereux, pourvu qu'on soit informé, pourvu que l'équipe technique soit bien constituée et qu'elle soit expérimentée. C'est tout. Et je sais qu'à la fac de médecine, et nos maîtres nous ont beaucoup enseigné sur ces choses-là. Et donc, c'est quelque chose de... On appelle ça une tasse de café, vous comprenez, non? C'est une tasse de café. La preuve, c'est que quand tu rentres au bloc opératoire dans une césarienne, tout le monde est en train de bavarder, tout le monde est en train de rigoler, on est en train de rigoler. Et même on met la patiente à l'aise parce que maintenant, on n'endort plus les femmes, sauf urgence, on n'endort plus. La femme est là, elle cause avec nous. Et puis bon, on lui fait sa césarienne, on sort l'enfant et puis on remet l'enfant. On lui dit, bon voilà, elle entend son enfant crier. Et puis ça l'apaise, vous comprenez, non? Ça l'apaise et tiens, j'ai fait 9 mois, voilà, j'ai entendu mon enfant crier. Et même devant elle, on peut même faire les soins devant elle. Et puis après, maintenant, on prend le bébé, on lui remet le bébé. Mais si aujourd'hui les femmes ont peur, c'est que c'est vous les médecins, vous n'en parlez pas suffisamment, vous n'expliquez pas tous les tenants et les aboutissants de la césarienne. Moi, j'ai été enceinte, on ne m'a jamais parlé de césarienne. Jamais parlé de césarienne. Vous ne savez pas ce que c'est une... Je savais, parce que je savais, je suis intellectuelle, j'en ai entendu parler. C'est ça. Mais on ne m'a jamais parlé de césarienne pendant mes consultations. Ah d'accord, oui. Mais en fait, c'est qu'il peut y avoir des cas d'urgence, vous comprenez? Vous pouvez conduire votre grossesse à terme, et malheureusement, à terme, au cours même de l'accouchement, il peut y avoir une dystocie cervicale. C'est-à-dire quoi? Le col refuse de s'ouvrir. Vous comprenez? Et le travail dure longtemps. Ce n'est pas des choses qu'on peut voir avant? Non, jamais du tout, jamais, non. Ou bien qu'il peut y avoir une souffrance fœtale aiguë. Du coup, le cœur de l'enfant commence à battre rapidement. Vous comprenez? Et là, il faut vite faire. Ou bien que le liquide dans le trou de l'enfant commence à devenir verdâtre, vous comprenez, teinté. Vous comprenez? Du coup, il faut rapidement faire une césarienne. Vous comprenez? C'est important. Donc, il y a les césariennes d'urgence et il y a ceux qu'on programme. Et il y a ceux qui sont programmés parce que la femme, elle a subi une césarienne, deux ou trois césariennes. Bon, il faut y aller en même temps. Ou bien que l'enfant est trop gros. Voilà, il y a une disproportion fœto-maternelle, donc il faut programmer cela. Ou bien que la femme, elle est hypertendue, et puis il faut éviter l'éclampsie, c'est-à-dire qui met la vie de la femme en danger, et puis la vie aussi de l'enfant. Et pourquoi ne pas expliquer tout ça à la femme dès le premier jour de la consultation? Non, il arrive parfois où nous menons la grossesse à terme, vous comprenez ce que je dis? Et puis, on vous dit, bon, que madame, vous allez accoucher. Et au cours du déroulement de l'accouchement, quelque chose se passe. Donc il faut être il faut une vigilance expectative, vous comprenez? C'est une vigilance expectative, il faut être vigilant au cours de l'accouchement. Et surtout aux sages-femmes que je le dis, parce que souvent on est là, on traîne un peu, on est là, bon, que ça va se passer. Non. Un accouchement, c'est vraiment un cas où tous les dangers peuvent survenir. Chaque accouchement a son histoire. Voilà, chaque accouchement a son histoire, vous comprenez? Alors, comment se déroule concrètement une césarienne? Alors voilà. Alors la femme, elle va rentrer d'abord le matin. D'accord, pour la mettre d'aplomb, tout ça, etc. Bon, l'infirmière, on va la raser. On va la raser le poil du pubis parce que la césarienne, c'est en bas que ça se passe. Et puis ensuite, on va lui mettre une sonde vésicale. Une sonde vésicale pour ne pas que ça puisse se remplir, vous comprenez? Et puis on va lui mettre des solutés, tout ça. On va prendre ses constantes. Et puis après, maintenant, on la met au bloc opératoire. Au bloc opératoire, bon, on va la laver. Bon, en attendant, le réanimateur, l'anesthésiste,
prend soin de pouvoir lui faire son anesthésie, c'est-à-dire on passe par voie dorsale, on fait une épidurale, on la pique, et puis bon, on l'installe, on lave le ventre, tout ça, et puis maintenant on la couvre, et puis elle ne voit pas du tout ce qu'on est en train de faire, vous comprenez? Et puis bon, quand on fait la césarienne, il y a un chirurgien, il y a un aide-chirurgien, il y a un anesthésiste, il y a un penseur. Justement, quel est le type d'anesthésie qui est utilisé souvent? Une péridurale. Souvent, c'est une péridurale. Oui. Une péridurale. C'est-à-dire, on passe par derrière et puis on la pique et puis elle ne ressent plus, rien du tout. Rien du tout. Ouais, vous pouvez même mettre de la musique, tout ça, elle peut écouter la musique, et puis vous sortez son bébé. Ça, c'est en cas d'urgence, mais si jamais il y a quelque chose... non, ça, c'est au cas où c'est programmé, mais quand il y a l'urgence, là, on est obligé d'aller rapidement, endormir la femme rapidement pour sortir le bébé. Voilà. C'est comme ça. Mais on a des femmes qui choisissent la césarienne. Oui, et effectivement, il y a des femmes, il y a des femmes qui choisissent la césarienne parce qu'elles ont eu une mauvaise expérience d'un accouchement qui a été très difficile, vous comprenez, ou bien que, bon, ben, voilà, elles préfèrent que ça soit ainsi, de sorte qu'elles puissent voir, elles puissent être dans un confort éventuel. Parce que la césarienne, il y a un confort quand même, hein. Il y a un confort quand on finit d'opérer. Et puis, dans certains cas, on peut dire au mari de rentrer. On peut l'habiller, puis on fait la césarienne, tout ça. Là, il assiste à la chose. S'il est comme Marcelin, parce que je sais que Marcelin, il a assisté à tout ça. Voilà, on fait la césarienne. Je n'ai pas dit que sa femme a été césarisée, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Mais je sais qu'il m'a déjà dit. C'est vrai, vous avez déjà assisté. Ah oui? Honnêtement, j'ai assisté. C'était émouvant. J'ai assisté. Pratiquement en direct. C'était en Coupe du Monde 2006, je ne vais jamais oublier. Alors, donnez-nous... Ah oui, je ne vais jamais oublier ça. J'ai failli m'évanouir d'ailleurs même. Les femmes sont magnifiques, elles sont courageuses. Et le sang. Voilà, docteur. Alors, donnez-nous des cas, tout à l'heure on en a parlé de façon succincte, donnez-nous des cas pour recours à la césarienne, des cas vraiment... Est-ce que les gens veulent qu'on revienne là-dessus? Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que des cas, c'est par exemple, ici en Côte d'Ivoire, c'est surtout une césarienne une fois, c'est-à-dire des cas de bassin rétréci. Voilà, le rétrécissement du bassin. Moi, j'ai eu un cas, par exemple, de placenta prévia, c'est-à-dire que le placenta est en avant de la présentation. Ça saigne beaucoup. Wow. Ça saigne beaucoup. Et le placenta prévia, bon, il y a la possidence du cordon, c'est-à-dire le cordon sort. Vous comprenez, c'est pas bon parce que si le cordon sort au contact du milieu extérieur, ça va s'assécher. Vous comprenez? Or, le cordon est le lien entre la maman et l'enfant. Et donc, l'enfant ne peut plus être oxygéné. Vous comprenez? Et puis, il y a la possidence d'un bras. C'est-à-dire que, voilà, le bras sort. Ou bien carrément, c'est le siège. Et puis, on parle de grossesse. On parle d'une seule grossesse, mais il y a des grossesses gémellaires. Ou bien, comme on l'a dit dans l'élément, 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants. Mais là, il ne peut pas accoucher par voie basse, c'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Docteur, est-ce qu'il peut arriver qu'on soit positionné pour la césarienne et finalement on accouche naturellement? Oui, ça arrive. Ça m'est arrivé où on partait, parce que la femme était fatiguée. Elle était très, très fatiguée. Il y avait on appelle ça un manque d'effort expulsif. Vous comprenez? L'enfant, la dilatation était déjà complète et elle ne pouvait pas pousser. Et on avait un problème avec l'enfant, parce que l'enfant commençait à présenter des signes de souffrance. Et donc, au moment où on l'a transporté, la peur de rentrer au bloc, dès qu'elle a vu le bloc, paf, elle s'est remise, elle dit non, ça, on ne va pas me faire ça. Donc, du coup, elle a poussé, puis l'enfant est sorti. Malheureusement, c'est que parfois, c'est en train de déchirer, tout ça, vous comprenez ça. Mais il est arrivé des cas où, au moment où on a programmé la chose, et puis bon, voilà, l'enfant est sorti, c'est tout. Ou bien il y a des césariennes qui sont programmées, mais pas peur, elle s'en va quelque part, et puis bon, voilà. Mais malheureusement, c'est que souvent, ça se termine très mal parce que, soit qu'il y a une déchirure, soit que, bon, je ne peux pas dire, il y a trop de complications. Voilà. D'accord, docteur, on va revenir sur un point. Vous avez dit que pour la césarienne, il y a un certain confort. Oui. Alors que c'est une opération. Oui. Et après une opération, la récupération est difficile. Non, en fait, c'est que, vous voyez, les femmes plutôt, dans certaines cultures, ne pas accoucher par voie basse, c'est pas être femme. Il faut être femme pour accoucher par voie basse, vous comprenez? Parce que moi, j'ai déjà fait une césarienne dame, et puis 2 ans et demi après, au marché, on lui a dit que tu as accouché par elle, elle a accouché par césarienne. Bon, les gens se sont moqués d'elle. Et elle a refusé de venir me voir. Elle a refusé. Mais malheureusement, c'est qu'elle est partie dans une maternité. Elle a dit, si tu n'accouches pas, si tu vas voir ton médecin, là, si quelque chose va se passer.
Et elle a fui, elle est venue me voir clandestinement. Pour venir me dire, ah docteur, vraiment, il faut que tu me fasses la césarienne parce que j'ai trop de choses dans la tête. Il dit, ok, quand j'ai fait la césarienne, après j'ai appelé sa belle-mère pour lui dire, écoute, il faut venir parce que c'est sa belle-mère qui s'opposait justement à la chose. Il dit, non, vous venez. Non, vous comprenez, je préfère avoir un enfant avec moi et porter la cicatrice que de ne pas avoir un enfant avec moi et puis porter la cicatrice, vous comprenez? Parce que c'est douloureux pour un médecin de faire une césarienne sur un enfant mort. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est choquant, vous comprenez, non? Tu n'as plus l'enfant et puis tu portes la cicatrice. Il est mieux de porter une cicatrice d'un enfant qui est là, vous comprenez? Et chacun de nous porte une cicatrice de quelque chose. Oui ou non? Dans la vie, nous tous nous portons une cicatrice. Même si elle n'est pas visible, même nous portons une cicatrice d'un événement heureux. Docteur, oui ou non? Docteur, on a recours, on remarque à travers le monde que le nombre de césariennes a augmenté. Et puis aussi, on ne le dira jamais assez, parfois lorsque nous posons des questions, nous sommes un peu des représentants de guillemets de ceux qui sont... Césarisés? Non, des gens lambda qui aimeraient poser des questions. Oui. On a l'impression que parfois dans des cliniques, la césarienne est un business. Petite difficulté seulement, césarienne parce que bon, au niveau de la sécurité sociale, ça va renflouer. Est-ce que c'est vrai? C'est ce que les gens disent. C'est vrai. Vous voyez, tu vois, le taux de césarienne augmente. Tu vois, vous allez tout à l'heure dans l'élément, ils ont dit 15%. Est-ce que l'OMS propose? Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a 26, voire 30%. Vous comprenez? 23% selon des chiffres qu'on a vus. Oui, 23%, vous comprenez? Mais non, c'est pas... vraiment, il n'y a pas de business. Aïe. Non, je vous en prie. Les docteurs, on dit, il y a des docteurs et des cliniques spécialisées. Donc, il y a une petite fonction seulement. Ah non, la césarienne, la césarienne. Docteur, je connais quelqu'un qui était à la maternité. La sage-femme lui a demandé de pousser. Une fois, deux fois, elle ne voulait pas pousser. Elle a dit, bon, on va faire ton papier, tu vas aller accoucher par césarienne. Oui, mais parfois, qu'est-ce que je vous dis? La femme qu'elle est rentrée au bloc, quand elle a vu le bloc, du coup, elle a eu la force de... Mais oui, parfois on oublie de faire cette pression. Parfois, c'est vrai que ce sont des mesures, bon, ce n'est pas des mesures tellement, en guillemets, des mesures normales, mais on est obligé de faire cette pression-là pour qu'elle ait la force de pouvoir pousser, parce qu'on sait qu'elles ont peur de cela. Vous comprenez? Alors on est obligé de leur dire, écoute, si tu ne pousses pas, moi j'ai même dit, si tu ne pousses pas, je vais t'amener au bloc. Alors du coup, elle s'est ressaisie, et puis bon, c'est du chantage, du chantage médical. Non, c'est pas du chantage médical, mais en fait, on sait que psychologiquement, l'homme est capable de pouvoir se remettre en question si jamais on lui dit, voilà les conséquences de la chose. Vous comprenez? Alors donc, elle se reprend, et puis bon, elle pousse, et puis bon, voilà, on l'aide, mais en faisant cela, on l'aide quand même. Hein. On ne sait pas systématiquement qu'on l'amène, mais on l'aide à pouvoir faire sortir son bébé pour qu'elle ait son bébé. C'est comme ça. Vous voyez, il y a eu parfois des moments à dire des choses comme ça, c'est vrai. Je l'ai dit, mais ce n'est pas méchant, ce n'est pas du tout méchant, parce qu'après on rigole, après la patiente se dit, ah docteur, merci. Hein. Elle dit, ah bon, voilà. C'est comme ça. Et après, amicalement, bon voilà, on se tutoie, et puis voilà, c'est tout. Voilà. C'est vrai que pendant ces moments-là, il y a une certaine inimitié, une certaine animosité, mais après, les choses rentrent dans les normes et puis on devient des amis. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, chaque année, des milliers de femmes meurent en donnant la vie. Donc, des spécialistes affirment que la césarienne peut prévenir la mortalité maternelle. À votre avis? Oui, et c'est vrai, ça peut prévenir cela, parce que malheureusement, c'est que j'ai travaillé en brousse quelque part au nord du Bénin. Je vous dis que vraiment, l'accouchement est un mythe. C'est un mythe en Afrique ici, c'est un mythe. Pour que la femme accouche, c'est un mythe. Alors, les gens en font tellement mythe que tout ce qui a trait à la césarienne, tout ça, ils trouvent qu'il y a quelque chose qui va pas. Ou bien que, vous comprenez qu'une femme a son enfant en position, on lui dit d'avouer qu'elle a trompé son mari parce qu'elle ne peut pas accoucher par voie basse. Oui, il m'est arrivé. Elle doit avouer. Si elle n'avoue pas, alors on la laisse comme ça. Je travaille dans et vous, en tant que gynécologue, comment vous gérez ça? C'est pas normal, c'est le manque d'information, vous comprenez, non? Vous comprenez que l'enfant peut venir en plusieurs présentations, soit transversale, soit oblique, soit il peut y avoir des problèmes. Mais Dieu, dans sa sagesse, a donné la connaissance aux hommes pour qu'on puisse trouver l'issue, vous comprenez? Et voilà, la césarienne n'est pas... Non, c'est une voie de recours. Une bonne voie de recours d'ailleurs. Une bonne voie de recours.
Voilà, parce que la chose a été codifiée et tout le monde sait. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il manque justement de structures, de plateaux techniques dans certains villages, dans certaines préfectures, tout ça. C'est ça le problème. Il manque aussi le médecin, l'équipe technique, vous voyez. Et puis, il manque aussi le transfert, parce que si jamais elle est dans un village, qu'il faut la transférer dans un centre de référence, qu'il n'y a pas de... Vous comprenez? La distance, ça va, c'est pas bon. Donc, lorsque les structures sont, le plateau technique est bien, ben voilà, ça va éviter beaucoup de choses. Et ça évite justement beaucoup de, comme il a dit tout à l'heure, la mortalité maternelle. Voilà. Alors, quand la césarienne est programmée, est-ce qu'il y a des choses à faire avant, à faire ou à ne pas faire avant la césarienne? Bon, oui, quand elle est programmée, au contraire, c'est bien, la femme elle doit bien s'alimenter, vous comprenez? Elle doit bien s'alimenter, être zen dans sa tête, vous comprenez? Et puis, voilà, et puis aussi en parler à son mari. C'est lui qui va décaisser, qui va marcher, et tout ça. Vous voyez, l'équipe est préparée, tout ça. Le jour est préparé, il faut le faire après la 39e semaine, il ne faut pas le faire avant, sinon tu lui décris un problème. L'enfant est venu avec une détresse respiratoire. Donc, à partir de la 39e semaine, avant que la femme rentre en contraction, et puis bon, voilà, la femme est préparée, le matin, elle rentre à l'hôpital. On la prépare, tout ça, et puis bon, l'après-midi, voilà, dans tout le confort, elle est à l'aise, et puis voilà. Sinon, j'ai dit qu'il y a un confort parce que les contractions, il faut dire que les contractions, je ne primie pas une femme qui n'a jamais accouché. C'est la première grossesse, alors là, je vous dis, c'est pas facile, hein, elle va crier, mais c'est tout l'hôpital, hein, et je vous dis que si elle est bêtée comme moi, comme ça, mais c'est terminé, vous allez voir. Hein. Alors, docteur, deux questions. Hein. La césarienne, est-ce qu'il y a des origines dans l'alimentation de la femme lorsqu'elle est enceinte? Est-ce qu'on peut trouver des origines dans la façon de se nourrir, de s'alimenter? Oui, j'ai lu une publication où il y a un médicament, je n'ai pas dit le nom du médicament, où on donnait ce type de médicament à la dame qui favorisait la baisse justement de faire la césarienne chez ces femmes-là. J'ai lu cette publication-là, mais je doute fort parce que je ne sais pas, je veux bien comprendre que oui, l'alimentation peut éviter certaines... Mais un enfant qui est en position de travail, je ne sais pas quelle alimentation, tu ne vas pas manger le djumblé pour dire que l'enfant va changer, ou bien le copé pour dire que l'enfant, son bras ne va pas sortir, ou bien manger le jojo, voilà. Donc, une femme par exemple qui est diabétique, il y a l'alimentation. Une femme qui est diabétique, une femme qui est hypertendue, voilà, il y a l'alimentation, on dit à la femme, écoute, fais doucement, tu prends tes médicaments, il y a l'alimentation. Lorsqu'il y a une pathologie qui est associée à la grossesse, c'est sûr qu'il y a l'alimentation, les médicaments, tout ça, il faut faire doucement, pour ne pas que la tension monte avant la date prévue pour la césarienne. Par exemple, une femme qui est hypertendue, par exemple, lui dira, bon, un régime hyposodé, écoute, un régime hypoglycémique, tout ça, pour ne pas que, justement... Et puis la cicatrice, hein, pour terminer, la cicatrice, la médecine a évolué, maintenant la cicatrice de la césarienne est pratiquement invisible. Elle est visible, elle est complètement... Avant, je me souviens... Les premières cicatrices, c'était impressionnant. Hein? Non, avant, on mettait des agrafes, mais on mettait des agrafes, je me souviens, on était aussi à Jules de on peut rester belle, toujours sexy. Non. Toujours sexy après une césarienne. Bien, là, au niveau du pubis, bien, avec quand les poils poussent, tout ça. Bon, merci au docteur. J'ai une amie à qui je parle des poils petit. Non, oui, on a compris que la cicatrice. Je disais, j'ai une amie à qui je fais un coucou qui a accouché, on ne sent même pas sa cicatrice. Elle a accouché par césarienne. Elle est à la piscine, elle a récupéré très vite. Oui, très vite. Et puis voilà. Et puis bon, devant son mari, c'est bien. Et la récupération, docteur? La récupération, vous dites qu'il y a un certain confort, mais après l'opération, c'est quand même difficile de bouger, de tenir son enfant. Oui, mais c'est aussi le même cas qu'un accouchement par voie basse, parce qu'après, bon, mais tant que l'utérus n'est pas venu dans le bassin, écoute, il y a des petits désagréments, puisqu'elle va porter le kojo, elle va porter ça, tout ça. Bon, elle, c'est la plaie. Bon, écoutez, 2-3 jours après, on lui dit de s'élever pour éviter justement qu'il y ait des accidents de décubitus, c'est-à-dire les phlébites, les manchettes, tout ça. On lui dit de s'élever, de marcher, tout ça. Et voilà. De toute façon, quand on accouche, mon ami, il faut porter la douleur. Ainsi, tu te souviendras qu'un jour, tu es passé par là. Et cet enfant-là, tu vas le respecter. C'est tout. Merci beaucoup, docteur Djibril Badi. Je rappelle qu'avec vous, nous parlions donc d'un sujet vraiment qui traverse le temps et qui fait partie donc des préoccupations. Je voulais dire rien de nous. C'est-à-dire, j'ai dit, les femmes n'ont
qu'à s'enlever cette tête pour dire que c'est une malédiction, que non. Il y a trop de préjugés. Non, oui, c'est une voie de recours, c'est tout. Et puis voilà, c'est fini. Celle qui doute, elle vient, on va lui faire une césarienne, puis elle va comparer entre ses arguments, et puis elle va choisir toujours la césarienne. C'est vrai que sa poche va saigner un peu, c'est vrai. Moi, je te demanderai beaucoup. Mais j'ai dit que c'était confort. Voilà, c'est ça qu'on parle. On dit que en fait, c'est parce que voilà, c'est une histoire d'argent, c'est tout. Mais maintenant, dans le centre hospitalier, c'est presque gratuit. C'est presque gratuit, je vais dire. C'est presque gratuit. Presque gratuit. Tant que la femme et l'enfant et le mari se portent bien, sont heureux, qu'il y a toujours un enfant, tant qu'il y a la vie, ça fait du bien. Merci beaucoup à vous, docteur Djibril Madi. On était très heureux d'être en votre compagnie en ce 1er mars 2018. Bonne journée à tous et à toutes sur RTI 1, bien sûr.